Bonsoir et bienvenue à cette On voit master. pas ton écran. Ah, On voit. merci de me le dire tout de suite, hein, Ouais, surtout, ouais. parce que Pas bienvenue. ça arrive trop Il faut souvent changer que je de. commence et puis donc je vais peut-être déjà faire comme ça. Et puis alors ça ne va pas. Technique. Partager. Voilà. Oui, Carole, on voit? Non, c'est bon, Oui, ouais. Ouais. On voit toujours maintenant, on voit plus. Très là on bien. voit. Oui, on voit? Oui, oui, on Oui, voit, on voit, on Ah voit. ok, d'accord, merci. Bien, ben, bonsoir et bienvenue à tous et toutes à cette masterclass où je vais aborder un sujet difficile qui est le divorce. Et effectivement, un divorce, ça concerne bien plus que les deux personnes qui sont en rupture. Ça inclut les enfants et toute la famille. Ça peut aussi être en lien avec les personnes du passé, comme du présent, comme du lendemain. Et c'est en lien avec des exclusions et des répétitions, mais on va savoir un peu plus tout de suite. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Vous pouvez répondre dans le fil de conversation. C'est qui parmi vous a des grands-parents divorcés? Et qui parmi vous a des parents divorcés? comment on fait par exemple déjà? Et qui parmi vous est lui-même ou elle-même divorcé ou séparé? Vous pouvez couper vos micros aussi. Je coupe là, voilà. Et également, qui a, parce que ça arrive, hein, des enfants qui sont divorcés. Et oui, donc avec les réponses que vous faites, on peut voir que c'est vraiment quelque chose, voilà, qui a son... Voilà, c'est une réalité que nous avons aujourd'hui. Et puis, il y a des personnes qui sont parfois plusieurs fois divorcées ou séparées. Voilà, voilà. Alors, le divorce, quelques chiffres pour la France. Donc, je sais que parmi vous, vous êtes, il y a des Français, des Suisses, des Belges, parfois même des Canadiens, des Martiniquais, etc. Mais bon, voilà, j'ai pris pour la France et quelque part, c'est plus ou moins les mêmes chiffres partout. En 2012, il y avait 45 divorces pour 100 mariages. En 2017, 33 divorces pour 100 mariages. Donc, on se dit, ah, il y a moins de divorces, mais il y a aussi moins de mariages, en fait, hein. L'INSEE a aussi indiqué que 10% des personnes divorcées avaient encore des enfants mineurs en 2014. Donc, ça fait déjà, c'est plus des chiffres très récents. Je n'ai pas réussi à trouver des chiffres plus récents. Alors, depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales, divorces, ruptures de Pax ou d'union libre ont lieu en moyenne chaque année. Donc, vous voyez, hein, ça fait beaucoup. Et environ 379 000, 379 000 pour les Belges et les Suisses, enfants mineurs expérimentent la rupture de l'union des adultes qui en ont la charge. Et donc, ça a un énorme impact social. Ce qui signifie, ben oui, que nos clients ont été confrontés pour une grande partie au divorce d'une manière ou d'une autre. Et on peut dire aussi que depuis les années 70, ce divorce et les remariages ont profondément impacté la structure familiale. Et donc, pardon, en préparant cette masterclass, je me suis dit, bah, finalement, le divorce, qui dit divorce, dit mariage. Il a fallu qu'il y ait un mariage ou une relation de cohabitation pour qu'il y ait rupture. Et également, moi, ça fait très très longtemps que je vois les choses comme ça, c'est que pour moi, le couple, eh bien, c'est la voie spirituelle la plus ardue, la plus exigeante qui nous est proposée de vivre. Parce qu'on est confronté à l'autre et finalement, l'autre est aussi notre miroir et vient nous refléter, donc on projette sur l'autre, il vient réveiller nos blessures. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui sont activés dans la relation de couple. Et pour moi, c'est même plus difficile que d'être moine ou monial euh, et être dans cette voie spirituelle.
ben voilà, de l'ascèse, parce que le couple est une fameuse ascèse. Mais bon, voilà, ça c'est mon opinion. Ce soir, nous allons explorer les causes des séparations et divorces, le lien entre les trois lois systémiques et le divorce, et comment accompagner les personnes ayant vécu un divorce avec les constellations. Donc, il y aura deux parties. La première partie qui est beaucoup plus importante, on va voir le divorce, le mariage, quelles sont les causes du divorce, les lois systémiques au service du couple et de la famille, l'importance de tenir compte des priorités dans les systèmes, pourquoi l'amour n'est finalement pas suffisant, c'est surprenant, mais vous allez voir, c'est intéressant. Les conséquences de nos comportements aussi, l'amour n'est-il pas suffisant? Bon, je l'avais déjà mis, et les enfants dans tout cela. Et puis, dans la deuxième partie, accompagner les familles qui vivent le divorce avec les constellations. Et il faut savoir que les masterclass, en fait, c'est la partie théorique des ateliers pratiques. Au départ, je faisais 4 heures d'atelier, je faisais 1 heure de théorie, et puis on passait à la pratique. Mais finalement, j'ai opté pour la formule de faire 1 heure et demie de masterclass et puis d'inviter les personnes qui se sentent appelées à nous rejoindre pour l'atelier pratique. Et donc, ici, le lundi 20 avril, donc la semaine prochaine, c'est l'atelier pratique qui est en écho avec la masterclass du mois passé, qui était d'accompagner les familles et les enfants adoptés issus de GPA, de PMA avec les constellations. Voilà, au cas où vous êtes les bienvenus. Alors, le divorce. Eh bien, le divorce, comme vous le savez, ne peut se faire que s'il y a eu mariage. Le divorce est la rupture légale du lien conjugal qui transforme en profondeur l'équilibre du couple, de la famille et parfois de l'organisation patrimoniale ou entrepreneuriale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire patrimonial? C'est les avoirs, toutes les possessions. Et c'est vrai que le mariage, au départ, dans notre histoire occidentale et même dans différentes parties du monde, ça avait plus un but de rassembler les avoirs des familles et d'assurer aussi la sécurité matérielle et le soutien pour élever les enfants. Et ça n'avait rien à voir avec l'amour, ça pouvait apparaître, mais ça n'était pas l'objectif. C'est aussi une institution, on peut dire, un peu patriarcale, puisque il faut savoir, par exemple, du temps des Romains, que le père de famille avait droit de vie et de mort sur tous les membres de son système familial. Donc ça, c'est assez surprenant, mais voilà, ça donne une idée. Hein. Et dans son système familial étaient aussi inclus les esclaves. Voilà, alors, et entrepreneurial, il y a des familles qui ont des entreprises. Et donc, s'il y a un divorce, ça crée quand même pas mal de problèmes. Alors, on va aller visiter quelles sont les causes les plus courantes des séparations et des divorces. Alors, je me suis beaucoup basée sur Bert Hellinger pour réaliser cette masterclass. Et ce qu'il dit, c'est que le besoin profond d'une femme, quand elle trouve un homme, est de trouver la mère. Et le besoin profond d'un homme, quand il trouve une femme, est de trouver la mère aussi. Et cela amène forcément des déceptions. Pourquoi dit-il cela? Parce que la première relation intime que nous avons eue dans notre vie, la toute première, c'est celle avec notre maman. Et contrairement à ce que pouvait dire Freud, même si tout ce qu'il disait n'est pas faux et qu'il a eu des révélations et des intuitions assez puissantes et extraordinaires, mais en fait, dès qu'on se met en couple, on tombe amoureux, on reconnecte avec cette mémoire du corps qui était cette proximité de peau à peau. C'est-à-dire que la première personne avec qui on a été en contact de peau à peau, c'est avec notre maman, que l'on soit homme ou femme. Et on a aussi vécu des frustrations parce que notre maman n'était peut-être pas assez présente, elle était peut-être malade, déprimée, elle était peut-être heureuse, je le souhaite pour tout le monde. Mais bon, voilà, il y avait des événements dans la vie qui faisaient qu'elle n'était peut-être pas tout à fait dans le contact et dans la relation. Et ça a créé une forme de séparation, un manque. Et quand on rencontre son amour, eh bien, on se met en contact de peau à peau et ça réveille tout cela. Et forcément,
eh bien, comme c'est pas notre mère et que finalement on ne sera jamais, on pourra jamais remplacer ce qui a été vécu, eh bien, on garde ces déceptions. Et c'est déjà un point de départ euh, de souffrance dans nos relations amoureuses. Et donc, les relations avec nos parents, il y a le lien à la mère. Parfois, il y a même le lien interrompu à la mère. Ça veut dire quoi? C'est que le lien interrompu, c'est lié à tous les accidents, entre guillemets, hein. Donc, par exemple, le bébé qui respire pas, il faut lui dégager les bronches, peut-être assurer des soins. Peut-être que la mère fait une hémorragie, on doit assurer des soins. Tout ça, ça va couper la relation à la mère. Le fait de naître parfois par césarienne, ça peut aussi avoir un impact dans ce lien à la mère. Et qu'est-ce qui se produit là quand il y a un lien interrompu à la mère? Eh bien, la mère ne reconnaît pas vraiment avec son corps son enfant et l'enfant ne reconnaît pas vraiment sa mère. Et donc, ils essayent de s'aimer, mais c'est difficile, c'est compliqué, le lien n'arrive pas à se faire. Ça peut être un des éléments. Après, il y a des mères dépressives. Il suffit de lire Boris Cyrulnik justement sur l'attachement. Et la dépression, par exemple, postpartum, peut avoir une incidence très très forte dans la relation avec son enfant et à impacter les relations amoureuses plus tard de cet enfant quand il devient adulte. L'absence du père a aussi son impact, hein. Il n'y a pas que la mère, bien sûr. Le fait que le père ne soit pas présent, que le père ait pu être aussi difficile à vivre, dépressif, violent, etc., etc., va avoir un impact autant chez la fille que chez le fils. Et la parentification, ça je vous invite à revoir mes autres masterclass, c'est quoi? C'est une forme de dette émotionnelle qui fait que l'enfant, n'ayant pas reçu tout l'amour qu'il attendait de son père et de sa mère, eh bien, va reporter cette dette sur ses propres enfants. Et donc, il va créer une relation où il attend de ses enfants d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié et finalement d'obtenir tout ce qu'il aurait dû obtenir de ses propres parents qui n'ont pas été à même de donner. Et cette parentification fait que l'enfant euh, est investi d'une charge, d'une responsabilité vis-à-vis de ses parents, ce qui va l'empêcher de s'investir lui-même dans une relation de couple. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que, par exemple, un homme, à travers son attirance pour une femme, il va pouvoir, enfin, il peut être piégé dans cette recherche qu'à travers la femme qu'il aime, il cherche sa mère. Et une femme peut aussi avoir cette recherche à travers sa relation d'amour, de couple avec son compagnon. Je n'ai pas parlé des relations homosexuelles, mais finalement, c'est toujours la même histoire. Donc, je suis restée au modèle hétérosexuel. Je suis désolée pour les personnes homosexuelles qui écouteront cette masterclass. Je ne les oublie pas, loin de là. Mais ça ferait une masterclass qui dure 2 heures ou même 2 heures et demie, donc ça, c'est un peu long. Surtout que les schémas sont toujours les mêmes. Et donc, la femme va rechercher sa mère à travers sa relation avec son amoureux. Voilà. Alors, si une femme se conduit envers son mari comme une mère, parce que nous avons tous en nous un instinct maternel, même les hommes hein, peuvent avoir un instinct maternel, ils ont un instinct paternel, mais les hommes peuvent aussi avoir un côté maternant. Mais c'est quand même encore plus présent chez les femmes. Et ce qui arrive, c'est que parfois, des femmes, elles regardent leur compagnon ou leur mari un peu comme si c'était un enfant. D'ailleurs, moi-même, j'ai été parfois dans cette sensation dans mes relations précédentes, pas toutes, mais certaines, où j'avais l'impression que j'avais pas 2 enfants, mais j'en avais trois, et que c'était mon compagnon qui était le troisième. Et donc, bah, oui, j'avais envie quelque part de l'éduquer, de lui donner, de le conduire vers le bonheur, de lui montrer ce qu'il devait faire, etc. Et il y a beaucoup de femmes qui font ça. Elles se conduisent envers leur mari comme une mère
Et qu'est-ce qui se passe? Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais certains finissent par aller équilibrer leur vie en ayant une maîtresse. Donc, la maîtresse, elle aura quoi? Un rôle de femme, de vraie femme, alors que la femme aura un rôle de mère. Et c'est pour ça que parfois, ils peuvent se vivre des années avec les deux relations. Et que le problème d'avoir une relation extra-conjugale, ce n'est pas la seule responsabilité de l'homme, mais que c'est la responsabilité du couple. J'ai déjà eu le cas en séance individuelle et en couple aussi. J'ai eu des couples en consultation où il y avait ce genre de situation. Et finalement, le problème n'était pas que chez l'homme, mais aussi chez la femme qui avait mis en place des attitudes, une manière d'être, des attentes, etc., qui encourageaient, malgré elle, à son insu et tout à fait inconsciemment, encourageait à aller voir ailleurs, comme on dit. Voilà, donc ça c'est très important de comprendre que s'il y a tromperie, trahison, il y a peut-être des problèmes psychologiques chez la personne qui va chercher des relations extra-conjugales, mais qu'il y a sans doute, hein, il faut quand même toujours prendre tout avec des pincettes, qu'il y a peut-être une attitude qui n'est pas OK dans la relation de couple. Alors, on recherche aussi son père dans la relation de couple, forcément. Freud n'avait pas tout à fait tort. Il y a des femmes qui recherchent à travers leur partenaire un père. Ça arrive. Mais il y a aussi des hommes qui recherchent à travers leur relation de couple un père aussi. C'est comme pour ceux et celles qui recherchent leur mère. Et bien entendu, il n'y a pas à se culpabiliser de faire ça, c'est tout à fait inconscient et c'est en lien avec tout ce qui a été vécu durant l'enfance. Mais bon, vous voyez, c'est pour ça que j'ai superposé les images, combien ça peut être compliqué pour la personne qui se retrouve avec une projection et le décalage que ça crée dans la relation. Alors, ce que dit aussi Bert Hellinger, c'est la femme qui vit une relation à trois recherche son père dans ses relations. Comme pour l'homme, si le mari fait le père ou la mère, et donc infantilise sa femme, elle cherchera un homme sur le côté et elle devra retrouver une bonne place auprès de sa mère, retrouver une bonne place auprès de son père aussi, et renoncer à tout ce que son père n'a pas pu lui donner. Donc, le grand défi, c'est pour ça que je dis qu'un divorce, ça implique bien plus que deux personnes, c'est parce qu'il y a nos parents derrière nous, et tant qu'on n'a pas résolu la relation à nos parents, on aura du mal à s'investir de manière équilibrée dans notre relation de couple, parce qu'on aura des attentes que l'autre ne peut pas satisfaire parce que ce n'est pas ce qu'il doit faire, il ou elle. Alors, il y a une autre problématique qui revient assez souvent, c'est la confusion avec le jumeau perdu. Donc ça, c'est en lien avec toutes les relations très fusionnelles, très passionnelles, où on ne peut plus se quitter l'un l'autre. Donc, il faut savoir que tout est bien construit et que, effectivement, pendant un an ou deux, on est très, très proche dans la relation de couple et puis après, on reprend un petit peu ses espaces et voilà, la relation de couple évolue et donc elle a besoin d'être nourrie intensément au départ par une proximité, une sexualité, une intensité émotionnelle et à un moment donné, ça doit pouvoir évoluer. Quand ça ne peut pas évoluer, c'est qu'il y a une confusion avec le jumeau perdu et que la personne confond son partenaire de vie, sa partenaire de vie avec le jumeau, la jumelle perdue, et essaye de revivre, bien sûr, à son insu, mais quelque chose comme une sorte de communion intense où on se devine, où, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça, euh,
Oui, en fait, on fait qu'un. On ne fait qu'un. Et c'est vraiment cette sensation-là de se deviner, de ne faire qu'un, de ne plus pouvoir se passer l'un de l'autre, avoir l'impression d'avoir trouvé sa flamme jumelle, son âme sœur, etc. Tous ces mots même trahissent le fait que la personne est en train de confondre ben, la personne qu'elle aime avec quelqu'un qu'elle a perdu durant sa vie intra-utérine et dont elle n'est pas au courant, en tout cas intellectuellement, mentalement. Peut-être que même la maman de cette personne n'a pas eu conscience d'avoir des pertes de sang ou qu'il y a eu une double grossesse, hein, pendant les 3 semaines, 4 premières semaines, parfois un mois et demi. Euh, et puis, ben voilà, l'enfant naît seul. Et donc là, je vous invite à revoir aussi ou me demander les replays des masterclass qui parlent de cela. Mais ça, c'est aussi très, très important parce qu'à un moment donné, il y a comme une sorte de réveil. En fait, on est devant la personne et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je la reconnais pas. Euh, en fait, on n'est pas si fusionnel, on n'est pas dans l'unité. Il ne me devine pas, il ne me devine plus. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le désenchantement. Et il y a des personnes comme ça qui peuvent se lancer dans des relations à chaque fois. C'est oui, ça y est, j'ai trouvé enfin. Là, c'est lui, c'est elle, c'est extraordinaire. Et 3 mois après, 1 an après, 2 ans après, ben non, non, et recherche, et on se remet en recherche. Mais parfois, il y a des enfants qui naissent hein, de ces rencontres, même au bout de 2, 3 semaines, un mois, il y a une grossesse qui s'annonce, et ben voilà. Donc, ça implique plusieurs personnes, hein. Le jumeau qui est parti, avec lequel il y a un travail à faire ben d'abord de reconnaître, de se reconnecter à ce jumeau, cette jumelle perdue, et puis quand c'est le bon moment, de pouvoir faire le deuil. Parce que tant que le deuil n'est pas fait, il va y avoir cette recherche de l'autre, de ce jumeau perdu dans les relations amoureuses. Il y a une confusion. Alors, également, dans notre société aujourd'hui, il y a une grande confusion entre le désir et l'amour. Donc ici, on n'est pas spécialement dans ce qui est systémique, mais en même temps, ça peut avoir un lien. Donc, des personnes désirent, une personne désire une autre et elle pense que c'est de l'amour. Mais non, c'est juste un désir sexuel, un désir émotionnel, mais il n'y a pas d'amour. L'amour, ça prend du temps pour se construire. Et aujourd'hui, avec tout ce qui nous est offert, que ce soit la pornographie, les histoires romantiques que l'on peut lire aussi, parce que le romantisme, c'est quelque chose qui a commencé à naître à la fin du XVIIe, surtout XVIIIe siècle et XIXe. Le romantisme avec les romans, hein, il y en avait qui lisaient, surtout les femmes, hein, lisaient beaucoup de livres qui étaient des romans avec des histoires passionnées, passionnelles, etc. Et il y avait une confusion. Tout ça, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir et c'est OK. Le désir est nécessaire pour créer une relation. Et on ne peut pas s'en défaire et il faut les deux. Alors, on va revenir sur le thème de vouloir changer son ou sa partenaire. Ça, c'est vraiment un élément très, très important qui intervient dans bah, les ruptures de couple, hein. Donc, au départ, pour qu'un couple fonctionne bien, il faut que les partenaires soient égaux, avec ce qu'ils ont et ce qui leur manque, et qu'ils puissent s'accepter tels qu'ils sont, s'accepter eux-mêmes et accepter l'autre tel qu'il est. Donc, quand on est en couple et qu'on voit que l'autre n'est pas tout à fait comme on aurait voulu qu'il soit, ben, on voudrait bien le corriger. On l'invite à prendre conscience, on lui signale, on lui fait des remarques, et on est en attente. On attend quelque chose. Mais le plus difficile, c'est que le vouloir changer l'autre, c'est se considérer comme plus grand ou supérieur. On se sent meilleur que l'autre.
Et donc, on perd cette égalité parce qu'on se sent meilleur. Par exemple, on peut avoir un partenaire je sais pas moi, qui a des comportements comme peut-être regarder trop la télé ou ne pas faire de sport ou boire un verre le week-end en trop, que sais-je, et on attend qu'il change. Et on pense qu'on est meilleur que lui parce que nous, on ne fait pas ça. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus son égal. Et ça, c'est le lit qui va favoriser la séparation. Donc, il n'y a pas toujours des ruptures. Parfois, il y a des couples qui vivent ensemble des années, mais qui ne sont plus vraiment ensemble, mais ils cohabitent. Alors, il y a les schémas répétitifs hérités des ancêtres, entre autres les traumas. Si il y a eu, je vais prendre ici, oui, voilà, par exemple, c'est l'histoire de la femme qui, à chaque mariage, donc elle s'est mariée 3, 4 fois. On a des exemples dans les actrices, hein. Elizabeth Taylor, par exemple, elle s'est mariée, je crois, 5 ou 6 fois, ou peut-être 8, je ne sais plus. Mais voilà, ça arrive, il y a des personnes qui se marient 3, 4 fois, mais ils remarquent qu'il y a un pattern, un schéma qui se répète et doivent divorcer. Ben, là, c'était le cas de cette dame qui devait divorcer après 5 ans de relation. Et en faisant des recherches dans son histoire familiale, elle a remarqué que son aïeul, son arrière-grand-mère, avait été tuée par son mari alors que cela faisait 5 ans qu'elle était mariée. Et voilà. Donc, pour éviter de revivre ce qui risquait, enfin, qui était arrivé à l'arrière-grand-mère, eh bien, elle divorçait avant d'arriver à la date fatidique où elle aurait parce que bon, ici, ce n'était pas le cas. Le cerveau étant pas très malin, lui, il adapte les situations, quelles qu'elles soient, de moment qu'il y a que quelques éléments qui correspondent. Donc, pour protéger cette dame, le cerveau de cette dame lui faisait mettre en œuvre des comportements qui l'amenaient à devoir divorcer après 5 ans pour éviter de se retrouver dans cette situation du risque d'être tué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, ça un exemple, et on a des centaines, des milliers comme ça. Alors, il y a un autre élément qui est très très courant dans les couples, c'est dénigrer la famille de son ou de sa partenaire. Bert Hellinger dit que pour qu'un couple puisse réussir, il faut que les deux partenaires épousent aussi, hein, et c'est de nouveau pour ça que je disais qu'un divorce, ça implique plus de 2 personnes, et que les deux partenaires épousent, pour ainsi dire, et reconnaissent la famille d'origine de l'autre. Et ça arrive qu'il n'y ait pas de respect vis-à-vis de la famille de son conjoint, de sa conjointe. Par exemple, quand il y a mariage entre 2 classes sociales ou entre 2 groupes professionnels. Les uns, par exemple, sont médecins et la femme, elle est issue, elle a fait des études, tout ça, mais elle est issue d'une famille, je ne sais pas moi, d'ouvriers métallurgistes ou que sais-je moi. Voilà. Et pourtant, les deux époux sont tous deux médecins. Ben, l'un vient d'une famille de plusieurs générations de médecins et l'autre vient d'une famille qui a une autre histoire et d'autres habitudes, une autre culture. Et ça peut être, on peut se moquer, on peut dénigrer et c'est très très grave, surtout quand on a des enfants. Euh, alors, les familles et les belles familles, quand 2 partenaires décident de vivre ensemble, se marient, ils apportent chacun de leur côté les modèles de couple qu'ils ont connus dans leur famille d'origine. Et chacun se comporte par habitude selon les règles, les valeurs et les principes fondamentaux que leur famille respectait. C'est ce que dit Bert Hellinger. Hein, il a fait des dizaines et des dizaines de milliers de constellations dans des pays tout à fait différents de l'Occident, puisqu'il a pas mal constellé en Amérique latine et en Asie. Et donc, ça se voit partout, c'est partout comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une culpabilité de choisir un autre modèle que celui de sa famille d'origine. Donc, en épousant quelqu'un, eh bien, on est confronté à des autres règles, des autres valeurs, des autres principes.
Et là, il y a la loyauté qui va se mettre en route. C'est à qui suis-je loyal? Est-ce que j'ai la permission d'adopter les règles, les valeurs et les principes de la famille de mon mari ou de ma femme? Et comment est-ce que je gère ça? Et cette loyauté à notre propre clan va se faire au détriment de la relation de couple. Alors, vous imaginez, avec des religions différentes, hein, donc je parlais tout à l'heure de classes sociales différentes, des histoires familiales, ça peut être aussi des origines ethniques différentes, parce que, en fait, l'ethnicité, c'est pas très important, mais c'est toute la culture qu'il y a derrière qui est importante. Alors, la relation de couple, on doit aussi la considérer comme une entreprise, et que ce n'est pas juste une liaison, nous dit Berthellinger. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'écoute un petit peu, bien sûr, dans les réseaux sociaux, comme tout le monde, et qu'est-ce que je vois même autour de moi, c'est la question de faire un enfant. Est-ce que je veux un enfant? Aujourd'hui, on dit ça, je veux ou je ne veux pas un enfant. Dans le passé, on fondait une famille. Et donc, dans fonder une famille, il y a le mot fondation. Il y a la notion de construire. Et donc, il faut savoir que quand on se lance dans une relation de couple, ben, c'est important de savoir pourquoi on veut être en couple. Je vais revenir d'ailleurs là-dessus. Et qu'est-ce qu'on veut faire de ce couple? Est-ce que c'est juste pour rester rien qu'à deux ou est-ce que c'est pour créer une famille, fonder une famille, construire un foyer? Donc c'est intéressant parce que le mot foyer, ça vient de feu. Et c'est donc faire un feu, mais le feu est aussi en lien avec le cœur. Donc qu'est-ce qui est au cœur de ce couple et donc de cette famille? Pour pouvoir accueillir cette famille. Donc c'est vraiment très important. C'est pas juste une relation et puis on est bien ensemble et puis un jour on n'est plus bien ensemble et on fout tout en l'air. C'est vraiment une entreprise. Donc dans entreprise, il y a aussi entreprendre, il y a l'engagement, il y a, euh, il y a une planification. En fait, c'est pas très fun au départ de créer une famille ou un couple. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on divorce beaucoup plus facilement parce qu'on trouve que c'est pas très fun, malheureusement. Alors, ça, c'est peut-être pas tout à fait systémique, et pourtant, moi, je pense que c'est très important. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, je n'ai pas respecté toutes ces choses-là. Je n'ai pas respecté ça, et je vois mes enfants, ils font aussi un peu n'importe comment. Et je réalise que finalement, toutes ces étapes sont indispensables. Et donc, le respect des étapes pour créer une relation durable est indispensable. Et donc, qu'est-ce qui est indispensable? C'est déjà de se rencontrer, d'apprendre à se connaître, et puis un jour de se fiancer. Et là, les familles se connectent. Et donc, les familles vont être d'accord ou pas d'accord. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y avait des grands drames dans le passé, parce que parfois les familles n'étaient pas d'accord. Et puis les enfants, bon, certains finissaient par réussir quand même leur relation de couple, et puis d'autres pas, parce que les familles n'étaient pas d'accord, les familles se détestaient, et que c'était trop différent. Donc, se fiancer, c'est une première promesse où on peut encore se tester aussi, parce que les gens ne savent pas ça, que les fiançailles, c'est encore une période où on peut se rétracter. Et puis le mariage, c'est l'engagement. On s'engage à fonder ce couple, cette famille, tout cela en tenant compte de toute son histoire personnelle, familiale et de celle de son conjoint. Et j'ai mis un autre cycle, le couple, c'est ça, c'est recevoir, servir, donner et co-créer. On co-crée. Et c'est vrai que très souvent, aujourd'hui, les couples, c'est quand on voit les offres sur, je sais pas moi, les réseaux pour trouver un partenaire, il y en a qui font des listes, ou même on fait des stages pour faire sa liste de toutes les qualités qu'on attend de son futur partenaire, mais on se pose jamais ou rarement la question, qu'est-ce que je suis prête à donner dans cette relation? Qu'est-ce que je suis prêt à investir? Je ne dis pas que les gens n'investissent pas, mais parfois c'est se poser la question. Donc,
je reviens avec ce fameux engagement lors du mariage, c'est qu'il y a un manque de clarté. Donc, les contrats de mariage, c'est intéressant, un contrat de mariage, c'est pas juste pour gérer le patrimoine, hein, mais c'est aussi pour connaître où sont mes limites, où sont mes devoirs, où sont mes droits, autant pour l'homme que pour la femme, puisque ce sont deux individus qui ont à être égaux. Et pourquoi en deux parties je m'engage? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que j'attends de cette relation, de ce couple? Comme c'est très peu clair pour la plupart, ou que les intentions ne sont pas peut-être les plus fines, eh bien, il y a des déceptions qui arrivent. Et donc, voici quelque chose d'intéressant, le fondement de la relation de couple que tout le monde ignore, c'est encore Berthellinger qui va parler et qui bon, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que dit Berthellinger, et cette chose ici que je vais vous présenter, cette vision, euh, comment dire, elle ne m'a pas plu au début, je vous le dis tout de suite, mais au fil des années, j'ai compris combien elle était importante. Donc, d'après lui, l'homme se sent incomplet vis-à-vis de la femme. La femme se sent incomplète vis-à-vis de l'homme. Ce manque fait que l'un et l'autre sont attirés. En fait, c'est parce qu'il y a ce manque chez l'un et chez l'autre que l'on peut s'attirer. Parce que si moi, en tant que personne, Oriane, je me sens complète, que j'ai tout mon féminin, tout mon masculin, que j'ai mon couple à l'intérieur, hein, comment est-ce que je vais pouvoir être attirée par quelqu'un à l'extérieur de moi? Puisque j'ai tout en moi, je n'ai plus besoin de trouver l'autre. Et c'est très important, c'est qu'il y ait cette incomplétude chez l'un et chez l'autre. Comme ça, il va y avoir du don de soi à l'un et à l'autre et de la réception. Donc, quand ils sont réunis, ils ressentent plein d'énergie. Pour que la relation tienne, il faut que l'homme reste homme. Et là, je l'ai mis en grand et en gras, c'est moi. Et la femme reste femme. Et donc, l'homme, et ça, c'est vraiment ce que dit Berthellinger, devra renoncer à son féminin pour le recevoir de sa femme et la femme à son masculin pour le recevoir de son homme. Alors, c'est important, c'est qu'on reste de toute façon euh, avec notre yin et notre yang. On a toujours notre part de féminin et notre part de masculin. Mais c'est dans le rapport à l'autre, dans sa relation de couple, que on va, en tant qu'homme, renoncer à son féminin, en tant que femme, renoncer à son masculin, pour pouvoir le recevoir de l'autre. Et ça, quand on arrive à comprendre, et c'est possible que vous ne compreniez pas, même moi, des fois, j'ai encore du mal à le comprendre, mais quand on a saisi l'essence de ça, eh bien, la relation du couple va être beaucoup plus forte. Alors, qu'est-ce qu'il dit en plus de ça? C'est que quand un homme prend une femme pour femme, il devient de ce fait un homme. En même temps, la femme lui prend de sa masculinité en la remettant en question. Ben oui, quand on est en couple, on est tout le temps remis en question et c'est normal. Et c'est ainsi, dit-il, Berthellinger, qu'il devient dans le mariage moins masculin. Et quand une femme prend un homme pour mari, elle devient de ce fait une femme, mais en même temps, l'homme lui prend de sa féminité en la remettant en question, et c'est ainsi qu'elle devient dans le mariage moins femme. Alors, pour que la relation conserve son intérêt, l'homme doit renouveler sa masculinité et la femme sa féminité. Et comment peut-il le faire? Ben, en renouvelant sa masculinité. Et ici, ça va plaire à Bruno qui fait des cercles d'hommes, ben c'est en tant qu'homme à aller rencontrer d'autres hommes. Et les femmes, ben, en allant dans des cercles de femmes, en rencontrant leurs copines, en allant se faire un spa, en allant se promener dans les bois, en cuisinant ensemble, en faisant de la moto comme moi je fais, mais avec d'autres femmes, par exemple. Eh bien, c'est en rencontrant d'autres femmes. Et ça va nourrir aussi la relation. Donc, ce n'est pas attendre tout de son partenaire ou de sa partenaire, qu'elle satisfasse et qu'il satisfasse tous nos besoins, mais c'est de pouvoir prendre la responsabilité de nos besoins. Alors, ça, c'est aussi un élément que je pense, c'est la société. Notre société, euh, bon, bah, il y a du positif et il y a du négatif. Hein, moi, je suis au départ plutôt, je dirais, de tendance féministe. Mais en tout cas, ça a parfois posé des problèmes dans mes relations de couple parce que je vivais déjà beaucoup trop dans mon masculin et j'étais un peu dans un combat.
un combat avec l'homme en face de moi, parce que je me comparais, parce que j'attendais, parce que je devais prouver, ou personne ne me demandait, mais c'était moi qui voulais prouver que j'étais aussi capable de, je pouvais provoquer. Et donc, moi, je parle de moi, comme ça vous donne un peu une idée, mais pensez aussi à vous. Revendiquer, utiliser l'autre et exiger. Il y a peut-être encore des autres mots qu'on peut rajouter, mais ça, c'est le point négatif du féminisme comme du masculinisme, hein, parce que là, en ce moment, il y a des hommes qui disent vraiment des idioties, mais comment est-ce possible d'en dire autant comme ça sur TikTok et ailleurs, Instagram euh, c'est ce combat entre hommes et femmes. Le couple n'est pas un lieu où on se combat. On est un lieu, c'est un lieu d'échange, de partage. Alors, un autre élément qui fait partie en fait aussi du transgénérationnel, mais parfois aussi de ce qu'on vit, c'est l'impact des guerres et des migrations. Les familles sont éclatées, sont blessées, traumatisées. Il y a des personnes qui disparaissent, il y a des trahisons, des dénonciations, il y a des abandons, il y a des injustices. Tout ça va avoir un impact sur la structure familiale et ça va se répercuter sur plusieurs générations. Et donc là, c'est inquiétant tout ce qui se passe actuellement, mais bon, c'est pas nouveau aussi ce qui se passe actuellement. Il y a eu 40-45, il y a eu 14-18, mais il y a eu aussi toutes sortes d'autres guerres, hein, qui ont abîmé les familles et donc abîmé les relations hommes-femmes et donc les relations de couple. Donc voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais alors pourquoi est-ce que ça ne marche plus là voilà. Alors, l'avortement, tiens, justement, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres masterclass. Bon, ben voilà, ça c'est. Il faut savoir, Bert Hellinger, en fait, un ancien prêtre catholique et il a ses opinions là-dessus. Mais c'est intéressant parce qu'il a constaté en accompagnant des personnes surtout des couples, hein, ça vous pouvez trouver ça sur Internet, il a accompagné des couples qui étaient en rupture ou qui n'avaient plus une relation vraiment équilibrée et en creusant, il y avait eu un avortement. Donc ici, ce qu'il dit, si un préjudice est porté après la consommation de l'acte sexuel. Donc, je sais que le mot consommation, c'est traduit de l'allemand, je ne sais pas comment mettre un autre mot, mais bon, voilà. Donc, le préjudice, c'est par exemple un avortement. Une cassure se produit alors dans la relation, même si le lien demeure. Ben oui, parce que le but de l'acte sexuel, fondamentalement, hein, c'est, à part avoir du plaisir, c'est de transmettre la vie. Et donc, ça peut être quelque chose de très, très douloureux dans un couple. Alors, qu'en est-il de la violence? Mais, parce que ça existe hein, dans les couples, la violence. La violence, c'est juste une conséquence des blessures, des traumas, d'une éducation qui n'a pas su transmettre les clés du respect de l'autre, des limites, de la responsabilité ou même des traits de caractère de la personne qui peuvent être colériques, ou complètement perturbé. Et tout ce qui est pervers, hein, parce qu'on parle beaucoup de pervers aujourd'hui, pour moi, c'est une maladie mentale et c'est aussi en lien avec l'histoire personnelle et transgénérationnelle et des aspects du caractère. Mais en général, bon, c'est vrai que la perversité, elle ne peut pas se voir tout de suite, bien que il y a quand même des critères, mais ça, c'est pas le sujet de cette masterclass. Et la violence, oui, la personne arrive à se contrôler parfois pendant quelques mois, quelques années, puis d'un coup ça lâche suite à une décompensation, une problématique, une dépression, enfin un burn-out, que sais-je, moi. Ça peut réveiller ça, ou des frustrations qui s'accumulent les unes après les autres. Voilà, donc les lois systémiques, on va aller un petit peu voir comment les lois systémiques peuvent aider. Alors, il y a la loi d'appartenance, qui est très importante, et tous les membres d'une famille, donc ça c'est la définition de la loi d'appartenance,
Vous l'avez déjà entendu de nombreuses fois et c'est sans fin parce qu'on la comprend toujours différemment. Tous les membres d'une famille ont le même droit d'appartenance. Il n'y a pas de degré d'appartenance supérieur ou inférieur. Et rien ne peut remettre en question cette appartenance. Donc ça, c'est très important. Alors, qui appartient au système familial? Les parents, bien sûr, leurs anciens partenaires, les grands-parents ainsi que leurs conjoints ou compagnons, actuels ou anciens, les personnes qui ont accueilli des enfants qui n'étaient pas les leurs, donc les beaux-parents, les parents adoptifs, même si les beaux-parents, c'était pas un mariage, etc., mais c'est parfois des personnes qui ont passé des années à prendre soin, eh bien, elles font partie du système familial. Les personnes qui ont subi des pertes au profit de la famille. Donc, si dans nos ancêtres, on a eu des personnes qui avaient des esclaves, eh ben, ces esclaves font partie de la famille. Ou si dans nos ancêtres, on a eu des personnes qui avaient une entreprise et puis qu'il y a eu des accidents qui n'ont jamais été indemnisés correctement ou qui ont été niés, etc., et qu'il y a eu des employés morts, bah, tous ces employés morts font partie aussi de la famille. Donc là, je n'ai pas mis aussi tous ceux qui ont été victimes d'agressions, de crimes, ce genre de choses, hein. Et les personnes qui ont contribué par leur présence et leur don à la survie de la famille. Parfois, il y a une personne qui, par exemple, travaille chez un boulanger, le boulanger n'a pas de descendance, il apprécie son employé et une amitié se forme, et puis un jour, il transmet la boulangerie à son employé qui acquiert un statut social, un confort matériel plus important et qui finalement, ça bénéficie à ses enfants et ses petits-enfants, eh bien, ce, ce patron eh bien, fait partie de la famille. Alors, que se passe-t-il lors d'un divorce quand la loi de l'appartenance n'est pas respectée? Il y a une incapacité à créer une nouvelle relation de couple, il y a un blocage dans le passé, il y a des loyautés de la part des enfants vis-à-vis du parent rejeté ou de la personne exclue, il y a des rejets aussi par les enfants du nouveau ou de la nouvelle partenaire. Il y a l'utilisation des enfants comme objet de chantage et forcément du chaos familial. Voilà, Alors, il y a la loi de l'ordre et de la hiérarchie. Qu'est-ce que c'est? Sans le respect de l'ordre, l'amour ne peut pas couler dans une famille. Il y a une hiérarchie de place dans les familles en fonction de l'ordre d'arrivée. Lorsque cette loi n'est pas respectée, des conflits et des rivalités émergent, renversant l'ordre familial. Donc, ça veut dire quoi ça? C'est la place en fait des ex. Très important, si j'ai été mariée plusieurs fois, il y a le premier mari, il y a le deuxième mari, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième. Bon, je vous rassure, je ne me suis pas mariée autant de fois, mais voilà, hein, Elizabeth Taylor, c'est ce qui a dû y arriver. Et le premier restera le premier, le deuxième restera le deuxième, le troisième, etc. Et c'est très important que chacun ait bien sa place en fonction de l'ordre d'arrivée. Et les parents arrivent avant les enfants aussi. Et donc, s'il y a des enfants du premier couple, du deuxième couple, et ça, il y a toute une organisation qui doit être respectée au niveau de l'ordre d'arrivée. Et dès que ce n'est pas fait, il y en a qui sont oubliés, il y en a qui sont exclus, etc. Et ceux qui sont là vont être en écho, en résonance, parfois même remplacés ceux qui ont été exclus ou oubliés ou rejetés. Alors, il y a des priorités, c'est ça qui est assez surprenant. C'est quelque chose qui m'a pris du temps aussi pour comprendre. Quelle priorité? Le nouveau système qui se construit a priorité sur l'ancien. Donc, pour que vous compreniez ça, si un enfant fonde sa famille, celle-ci a la priorité sur sa famille d'origine. Si une personne se remarie, cette nouvelle relation aura priorité sur l'ancienne, tout en gardant son ordre d'arrivée dans le système. Et on ne peut pas nier la place des ex, même si la priorité, c'est le nouveau couple, la nouvelle famille. Alors ici, on va aborder quelque chose aussi qui va être un petit peu perturbant pour certaines personnes. C'est que
voilà, ici, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec ça, mais je l'ai mis. C'est ce que dit Bert Hellinger, la femme suit l'homme et l'homme sert la féminité. Donc, bon, je dirais que l'homme sert la féminité comme la femme sert la masculinité, là je reste d'accord. La femme suit l'homme, c'est parce qu'il faut aussi un ordre et une priorité. Et donc, c'est sa vision à lui. Personnellement, j'ai lu pas mal de bouquins de sociologie, etc., d'analyse des familles et tout. Et ce qui a été observé dans pas mal de sociétés, c'est que quand la femme, la jeune femme, arrive dans la famille de son mari, eh bien, il y a beaucoup plus de maltraitance que l'inverse, quand l'homme va dans la famille de sa femme. Voilà, donc moi je vous transmets l'enseignement de Berthellinger, mais je vous invite à y réfléchir et peut-être pas à avaler tout ce qu'il a dit. Ensuite, les parents précèdent les enfants et sont prioritaires sur les enfants. Voilà. Et puis les enfants, eux, créeront leur propre famille, hein. Les enfants appartiennent à leur famille, mais quand ils créent leur foyer devient prioritaire sur celui qu'ils avaient avec leurs parents. Mais donc, voilà, les parents précèdent les enfants, et donc la priorité, c'est sur les parents, et les enfants viennent après. C'est comme on peut dire aussi, tant que les enfants sont chez les enfants suivent les parents et les parents ne suivent pas les enfants. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Voilà. Alors, les enfants appartiennent à leur famille. Les familles appartiennent au clan. C'est la loi d'appartenance. Ici, on n'est plus dans les priorités, mais dans l'appartenance. Et les individus suivent des groupes comme les entreprises, les partis politiques et les religions. Donc, voilà, c'est une... Alors, la loi de l'équilibre entre donner et recevoir, ça aussi, elle est essentielle. Dans le couple, l'équilibre entre donner et recevoir se vit à partir d'un mensonge consenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échange entre les deux personnes est rarement parfait et se fera rarement au même moment. Exemple, un couple se marie et puis voilà, ils travaillent tous les deux et puis voilà, monsieur a envie de suivre des cours pour avoir une meilleure place professionnellement, donc des meilleures rentrées, etc., etc. Et donc, ça va demander un sacrifice et la femme va devoir prendre en main le budget, les rentrées, etc., etc., donc elle va donner d'elle-même. Et le monsieur va recevoir le sacrifice, on va dire, de sa femme pour permettre de faire cette formation, ces études en cours du soir. Et puis plus tard, ça c'est le rééquilibrage, comme il va permettre à la famille de progresser financièrement, matériellement et dans le statut social, etc., eh bien, il va y avoir un retour qui va se faire, c'est que, par exemple, madame va pouvoir prendre un congé pour s'occuper de ses enfants, par exemple, ou autre chose, et être à ce moment-là entretenue par son mari. Donc, elle l'aura fait à un moment, et voilà. Et c'est ça, le fameux mensonge consenti, et aussi que l'échange ne doit pas se faire au jour le jour avec des carnets et des comptes. Ça aussi, ça tue les relations quand on est à ce point-là à cheval sur une égalité parfaite. C'est un équilibre qui se vit à partir d'un mensonge consenti, très important. Alors, Gunther Weber dit, l'homme donne à la femme, et parce que la femme a pris, elle ressent une pression. Donc ça explique aussi cette loi de l'équilibre entre donner et recevoir dans le couple. Le besoin d'équilibre se manifeste immédiatement, et pour se débarrasser de cette impression d'obligation, la femme, on peut dire ça pour l'homme, hein, attention, la femme va donner quelque chose à l'homme. Par précaution, elle donne un peu plus, ce qui provoque un nouveau déséquilibre.
donneur et receveur n'ont de repos que lorsque l'équilibre se rétablit, lorsque le preneur donne et le donneur prend. Donc, ça pourrait être la femme donne à l'homme parce que l'homme a pris, il ressent une pression. Hein. Ça va, hein, vous comprenez ce que je dis. Donc, c'est très important. C'est une autre manière d'expliquer ce que je disais avant, ici, dans l'équilibre entre donner et recevoir se vit à partir d'un mensonge consenti. Voilà, voilà. Alors, les conséquences de comportement au sein du couple. Que se passe-t-il quand la femme ou l'homme se marie par intérêt? Ça arrive quand même bien plus souvent qu'on ne le croit. Et souvent aussi, c'est dommage de le dire, mais il y a des cultures, chez les Russes par exemple, où il y a cette dynamique de se marier par intérêt pour avoir un statut social, mais il y a plein de sortes d'intérêts. Ça peut être aussi l'intérêt d'être protégé, de ne pas être seul, etc. Mais bon, voilà. Il y a plein de choses. Donc, cette personne, il ou elle cherche à prendre plutôt que donner. Et forcément, il arrivera un moment où il ou elle sera déçu car le constat sera de voir qu'il n'y a plus rien à prendre. Voilà, c'est divorce. On va changer de partenaire parce que ça ne convient plus. Que se passe-t-il quand l'un se marie pour protéger, améliorer ou sauver l'autre? Ouf, ça aussi, c'est pas très bon. Eh bien, il se grandit et devient son parent, ce qui déséquilibre la relation et la voue à mourir. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis des personnages ici, un monsieur plus grand que sa femme, une femme plus grande que son mari. C'est pas bon, c'est foutu. Que se passe-t-il quand l'un se retire de son engagement sans respect? Il est fort possible qu'un des enfants de ce couple prenne sur lui d'expier l'injustice de cette rupture en se sabotant et en s'empêchant de pouvoir créer une relation amoureuse ou une vie professionnelle réussie ou toute autre chose. Voilà. Donc, c'est comme si le problème allait passer à la génération suivante. Alors, la question cruciale, c'est, mais un couple, l'amour, s'il y a de l'amour, c'est pas suffisant. Eh ben, l'amour, en tout cas selon moi, est le levain de la relation. C'est juste le levain. Donc, faire du pain qu'avec du levain, c'est pas très bon. Je vous le dis tout de suite. Il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut du sel, il faut du feu. Le fameux feu dont je parlais au début, qui est le foyer. Donc, un pain, si on fait un pain sans levain, ben, c'est un pain azime, hein, ça s'appelle, c'est très plat et ça n'a pas du tout la même saveur. Voilà, donc l'amour ne remplace ou ne complète ce qui manque. Il ne peut pas compléter ça. Il n'aide pas non plus à oublier ce qui est absent. C'est important aussi, ça. Et qu'en est-il de la sexualité? Alors, l'acte sexuel crée un lien indestructible. Et je rappelle ce que je disais au début, c'est ce contact intime de peau à peau, indépendamment de la décision, de la volonté ou de l'intention. Ce lien est plus fort que celui que nous avons avec nos parents. Mais attention, la sexualité ne peut pas devenir le but de la relation. Et oui, parce que la sexualité, c'est le moyen de transmettre la vie. Hein. Et bon, heureusement, on a aussi du plaisir. C'est pas pour rien que ça a été fait de cette façon. Et les enfants dans tout cela. Bertelinger dit, l'amour pour l'enfant passe par l'amour pour le partenaire. Ça, c'est vraiment très, très important comme phrase. Si le parent est insatisfait de sa relation de couple et qu'il cherche ce qu'il ne reçoit pas chez son enfant, ce dernier devient son prisonnier. Ce dernier ne pourra pas tout à fait s'investir dans une relation de couple réussie. Ça rejoint ce que disait à propos de la dette et de la parentification de nos enfants. C'est vraiment ça. Mais aussi, l'enfant, s'il voit que il y a un problème d'amour entre ses parents, ça vient aussi l'interpeller dans son identité. Et il le surmontera, bien entendu, on ne va pas se culpabiliser. Hein. Lorsqu'un des parents rejette, critique, dévalorise les parents de son partenaire, il rejette chez son enfant ce qui vient de son conjoint, et l'enfant alors perd son estime de soi. Donc ça, c'est très, très grave parce que ça arrive tellement, tellement souvent dans les couples divorcés, c'est de dire du mal de, de son ex.
mais devant les enfants, et même de prendre à partie les enfants. Et c'est comme rejeter la famille du conjoint, c'est rejeter une partie de son enfant, parce que nos enfants ont l'ADN autant de la lignée paternelle, de la lignée maternelle. Et donc, si on commence à blâmer, rejeter, critiquer ben, cette partie de l'information de l'ADN, ben, l'enfant est tiraillé et il y a une partie de lui qui ne peut pas accepter. Donc là, on a quand même une responsabilité en tant que parent de ne pas détruire la relation de nos enfants vis-à-vis de notre ex. Lorsqu'un parent cherche à ce que son enfant prenne parti dans son conflit de couple, il l'oblige à rejeter son père ou sa mère et ça entraîne de lourdes conséquences. On objectifie beaucoup les enfants aussi, hein. Il faut savoir que dans les couples qui se séparent, il y en a qui font ça. Ils utilisent l'enfant comme menace, comme objet de chantage. Et donc, de nouveau, ça détruit fortement toute la famille. Alors, accompagner avec les constellations les familles qui ont vécu le divorce ou la séparation. Bon, ben, tout d'abord, il faut savoir que nous accompagnons un couple qui se sépare et donc il faut rester impartial. Et ça, c'est le plus difficile parce que si on a eu notre propre histoire, ben voilà, on peut projeter sur la personne qui vient nous raconter tous les détails de sa vie, ben, on va avoir une difficulté à être dans cette fameuse attitude phénoménologique qui est hors du jugement. Et donc, c'est vraiment très, très important. Et c'est aussi pour ça que les constellations, c'est vraiment un excellent outil parce que on n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour accompagner la personne. On n'a pas besoin qu'elle raconte par le détail tout ce qui ne va pas avec son ex. Mais c'est justement de l'accompagner à retrouver sa bonne place. Donc, si on accompagne une personne qui est en difficulté avec son couple, on peut faire représenter quelqu'un qui va représenter ou le mari, ou enfin l'ex-mari ou l'ex-femme, et on fera dire au représentant de la cliente ou du client, je prends ma part de responsabilité dans ce qui n'a pas été entre nous. Et je peux vous dire que cette phrase, elle n'est pas facile à dire. Je prends ma part de responsabilité et je l'assume. Et je laisse auprès de toi ta part de responsabilité dans ce qui n'a pas été entre nous. Je peux vous garantir que ces deux phrases sont d'une puissance phénoménale. Alors après, quand on a pu dire ça, on peut, dans certains cas, dire merci pour les bons moments que nous avons vécus. C'est une phrase qui est paradoxale parce que quand on se sépare, ben, on ne voit plus que le côté horrible et moche de son ex. Bon, il y a des nuances, il y a parfois des personnes qui ne sont pas comme ça, hein, mais voilà, il y a des gens qui sont vraiment... c'est la haine. C'est la haine. Ils se demandent mais comment ils ont pu aimer cette personne. Et pourtant, ils oublient les bons moments, les rires, ben, quand ils ont partagé plein de bonnes choses. Et c'est aussi pouvoir dire merci pour ça. Le fait de dire cette phrase, elle est très apaisante, très guérissante. Et puis, si chacun a eu la chance d'avoir des enfants, là, ensemble, ben, c'est aussi de pouvoir dire à l'autre merci de m'avoir permis de transmettre la vie. Parce que c'est un cadeau quand même extraordinaire de pouvoir transmettre la vie. Voilà. Et puis, s'il y a des enfants, c'est de dire nous restons les parents de nos enfants. Et donc, il y a un engagement vis-à-vis des enfants aussi à accomplir. Alors, la famille, c'est quand il y a des enfants. Bon, on n'a pas besoin d'amener tout le monde en séance, hein, ça peut être juste ou monsieur ou madame qui consulte, mais on peut faire représenter soit par des post-it, soit par des Playmobil, ou en groupe, si on a la chance d'avoir un groupe, on va représenter les enfants, l'ex, et on peut faire dire au protagoniste, là, l'homme ou la femme, laissez auprès de nous, ou laissez auprès de moi mes histoires de grands, je peux m'en occuper. Nous sommes les parents et vous êtes les enfants.
Alors, ces phrases, bien entendu, elles doivent être adaptées à chaque situation et être nuancées. Par exemple, je peux prendre ou m'accorder la permission de m'occuper de mes histoires. Et donc, ça va permettre, par exemple, à la maman ou au papa d'arrêter de se confier auprès de ses enfants et de raconter tout ce qui ne va pas auprès des enfants. C'est de se réapproprier ces histoires. Voilà, parce que les enfants, ils ont aussi leurs propres histoires. Alors, la mère, le père, en tant qu'homme, il peut dire, je suis le fils et vous êtes les parents. Et moi aussi, par exemple, en tant que fils, hein, j'ai pris beaucoup sur moi, hein, on revient dans le début de la masterclass, et c'est de dire, je laisse auprès de vous vos histoires et je prends la responsabilité de mes histoires. Toujours à réadapter toutes ces phrases selon les contextes. Je suis la fille, vous êtes les parents, je laisse auprès de vous vos histoires et je prends la responsabilité de mes histoires. Maman, papa, ça c'est parfois très 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 difficile à dire. Je te crois, je vous crois capable de vivre ta vie, votre vie à ta ou votre façon. Et moi, je prends soin de ma vie et de mes enfants. Ça, c'est aussi un élément très très important, c'est de laisser vivre les parents leur vie à leur façon, qui n'est pas la nôtre. Parce que sinon, c'est la même chose que dans le couple, si on veut éduquer nos parents et qu'on croit qu'on sait comment il faut faire, on est en train de se grandir vis-à-vis d'eux. On redevient des parents de nos enfants. Si un ancêtre est mort à la guerre ou suite à une émigration ou quoi que ce soit, c'est, par exemple, on peut représenter par une personne ou un objet l'ancêtre mort et faire dire quelque chose, en tout cas qui se rapproche de cette phrase. Maintenant, cher ancêtre, ou maintenant, ancêtre, je peux te voir. Tu as eu un destin lourd. S'il te plaît, regarde-moi avec bienveillance si j'ai un destin plus léger que le tien. Et ça, souvent, il y a un grand soulagement. On peut faire incliner aussi, mettre une corde pour justement faire en sorte que l'ancêtre retourne dans le monde des défunts. Avec le jumeau perdu, cher jumeau perdu, je peux te voir maintenant et ne plus te confondre avec la femme, l'homme que j'aime. Je t'ai confondu avec mon ex, parce que parfois après 2, 3 mariages, ça peut aussi arriver. Je t'ai confondu avec mon ex, je t'ai confondu avec mon père, avec ma mère, avec mon jumeau perdu. Et maintenant, je peux vraiment te voir. Alors ça, je vous dis, cette phrase, elle est très, 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 très puissante. Bien entendu, toujours, comme je dis, adaptée à chaque cas. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et approfondir ce sujet par la pratique, donc les ateliers pratiques sont toujours organisés de la manière suivante, c'est 1 heure de démonstration, 2 heures d'exercice. Eh bien, le lundi 18 mai de 19h à 22h, vous pourrez eh bien, pratiquer autour du thème du divorce. Et je recherche une personne qui a vécu un divorce et qui est prête à être volontaire pour la démonstration. Il suffit de m'envoyer un petit email et j'ai tout un petit processus, petite procédure préalable pour se préparer à cette opportunité d'avoir une constellation tout à fait gratuitement. La seule contrainte, c'est que je filme. Voilà. Donc, le 18 mai, une démo plus une mise en pratique. Je cherche des volontaires pour faire cette démo. Et si vous vous abonnez avant demain soir, enfin, vous vous abonnez pas, mais si vous vous inscrivez pour l'atelier pratique du mois de mai avant demain soir minuit, je vous fais un cadeau de 23% de réduction. Vous allez économiser 34,50 €. Vous ne payerez que 150 au lieu de 184,50 €. Voilà, donc c'est pas le 13 janvier, mais c'est demain, le 14 avril, avant minuit. Et je vous dis un tout grand merci. Voilà, je vais arrêter de partager. Vous pouvez rallumer. Je vais éteindre aussi.